nos escriban, el doctor Gama. Pumas había sido de las grandes sorpresas de este torneo, ¿no? No creo que me vaya a fallar. Por la... Ciento sobreprecio vigente. Empaque de botellas de agua purificada. Sí, creo que ha sido un proceso en este... Il faut que je mette aussi. Il est éteint du point de vue. Moi j'ai mis en silencieux. En silencieux. Je mets mon chronomètre une fois que voilà démarré. Ah bah tiens, je ne vais pas arrêter cela. Minuteur, non c'est pas ça, c'est chronomètre à 0. Donc on peut voilà, ça on va démarrer. Donc on est d'accord sur le titre, on est d'accord sur les 11 films. Aller assez vite sur chaque film. D'accord, n'est-ce madame. Pas, ne pas être trop bavard. D'accord. Oh là là. Moi, je trouve que je ne suis pas assez bavard. Il faut me tirer les verres du nez. Non, mais 11 films, ça fait beaucoup. Hein. Plus un livre. Ah, c'est trop. Ben, on en enlève alors. Mais non, puisque c'est le titre de l'émission. Bon. Les films que j'ai aimés. Okay. D'accord. Bon, on y va. On écoute le générique. Et c'est parti. Eh bien, bonjour. Eh bien, c'est déjà le 4e numéro du Clap Cinéma de Jean-Max. Bonjour, Jean-Max. Bonjour. Jean-Max Méjean, notre éminent critique de cinéma. Merci encore de venir régulièrement donc pour nous parler cinéma. Et on est dans la période de Cannes, mais on ne va pas parler de Cannes, parce que vous n'aimez pas les falbalas, vous n'aimez pas les paillettes. Bon, on aura les résultats samedi, on verra bien. Bon, je ne dis pas que je ne regarderai pas... Un petit peu. Le palmarès. Non, je ne regarderai pas les simagrées, mais je regarderai un peu le palmarès. Voilà, mais... Alors pour cette émission de juillet, on va parler des films que vous avez aimés au premier semestre 2025, donc vous en avez choisi 11, donc il faudra en parler vite et bien pour chacun. Vous avez un petit regret, c'est que vous ne pouvez pas parler de Enfant phare qui est de novembre 24, que vous avez beaucoup aimé, moi aussi. Voilà, et à l'époque, je ne participe pas à votre émission, donc voilà. On pourra en reparler. Et on a beaucoup aimé parce que c'est un film plus qu'aimable, voilà. Voilà. Alors, je ne vais pas lister les 11 films que vous avez choisis, mais on va les faire. Alors, c'est pas un classement. Non, il n'y a pas d'ordre. C'est pas du numéro 1 au 11. D'étoiles, il n'y a pas de on n'est pas à l'école, il n'y a pas premier prix, deuxième prix, palme d'or, non. C'est pas chronologique non plus, c'est pas selon les dates de sortie, c'est dans l'ordre que vous m'avez donné. Et vous avez commencé par un que je ne connais pas, désolé, je ne suis pas aussi cinéphile que vous. Berger de Sophie de Rapp. Ah, Berger de Sophie de Rapp. Alors, c'est un film, elle avait déjà réalisé un film, c'est une Canadienne, une Québécoise, elle avait réalisé Antigone, qui était un très beau film, et donc là, elle récidive. Alors, c'est un film qui se passe justement dans notre région, ici, puisque la première étape, c'est à Arles, et c'est un jeune, on va dire... ce sont ces métiers à la mode, la communicant, voilà, un communicant québécois qui doit avoir dans les 25-26 ans et qui a découvert, grâce à la France, le métier de pasteur, c'est-à-dire s'occuper des bergers, des chèvres, des brebis, voilà. Et il arrive en France, il arrive à Arles et il fait rire tous les gens là parce qu'il participe à une espèce de marché. Il arrive avec son air angélique et puis citadin surtout. Je veux faire berger. Alors les autres rient. Il est fou. Voilà, il n'a jamais fait ça de sa vie. Alors il rencontre une fille qui travaille, ça c'est très drôle aussi, la bureaucratie française, qui rencontre dans un office où elle donne les certificats de séjour, vous voyez, des choses comme ça. Et elle devient bergère à son tour. Voilà. Donc, par amour. Par amour, par passion, par goût de l'écologie. Et alors, c'est pas du tout un film militant, on ne nous apprend pas, on ne donne pas des leçons de morale sur comment... Non, c'est sur l'écologie, mais naturelle, quoi, là, voilà. Alors, et pourquoi vous l'avez aimé en point de vue Alors, parce qu'il est entre film documentaire et film de fiction. Oui. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Alors, il s'est joué la plupart par des acteurs non professionnels et quelques professionnels. Et ça, il y a les deux aspects. Donc, il y a la ferme dans laquelle il est maltraité, et les animaux aussi, puisque quand il s'échappe, il y a même le chien de berger qui le suit. Et ensuite, il y a la patronne qui est beaucoup plus gentille, mais qui a un cheptel énorme. Je crois qu'elle a 900 têtes
c'est des ovins, hein, puisque ce sont des brebis, qui sont attaqués par des loups. Voilà, je n'en dis Oui, pas plus. donc il y a plusieurs thèmes en fait. Voilà, non mais c'est très très beau film, Bon. et je crois qu'il est toujours à l'affiche, alors je ne vais pas vous le raconter en entier. Mais non, faut aller le voir. il faut aller un peu plus vite sur les synopsis, dire plutôt pourquoi vous l'avez aimé. Alors le deuxième, c'est Un parfait inconnu de Ah. James Mangold. Alors celui-ci, vous l'avez vu. Bon. Alors, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, je vous laisse parler, c'est votre bon. émission. Alors, moi, si je l'ai mis dans mes 11 films, c'est que je l'ai, et c'est plus qu'aimé, j'ai adoré ce film. Pourtant, Timothée Chalamet, on avait parlé un peu off, c'est vrai que c'est pas un acteur, je le trouvais jusqu'à présent un petit peu jeune, quoi. Il manque un petit peu de maturité. Et là, je trouvais qu'il était génial pour incarner Bob Dylan comme il fait. Et en plus, j'ai lu, et il paraît que c'est vrai, hein, Qui chantait que c'est lui-même. lui-même qui chante. Mm. D'ailleurs, dans l'extrait que nous entendrons, Que nous allons entendre. voilà, c'est pris sur la bande du film. Et c'est lui-même qui chante Bob Dylan. En plus, là, c'est Bob Dylan à ses débuts. À ses débuts, C'est au moment, Un parfait voilà, inconnu. voilà. C'est au moment où il commence à composer ses chansons, à ne plus que interpréter, mais à les écrire. Et là, il est chez sa petite amie et il commence à écrire la chanson que nous entendrons. Alors c'est vrai qu'on a dit, je ne sais pas si ça a été créé, ce prix pour les maquillages, mais c'est les maquilleurs, mais c'est vrai qu'il y a des maquillages absolument extraordinaires. Oui. Alors, c'est des maquillages, mais qu'on ne voit pas. Oui, ben, c'est ça qui est réussi. Parce que c'est pas. Alors on reparlera de Maria, où il y avait aussi Angelina Jolie qui chantait, un maquillage extraordinaire. Voilà. Mais je vous propose qu'on écoute, puisqu'on va écouter 3 petites bandes-annonces ou morceaux de musique sur 11. On va écouter un peu la bande-annonce d'Un parfait inconnu. Alors on reprend sur Maria, on va aller vite parce qu'on en avait déjà parlé, On je n'a crois, pas dans dit la le titre, mais c'est pas grave. Du morceau. Mais c'est la bande-annonce, non? Oui, non, il est en train de composer une de ses plus célèbres chansons. Ah, d'accord. Bon, ben écoutez, voilà, vous avez corrigé, c'est très bien. Alors Maria, on va en reparler peu puisque nous en avons parlé lentement. C'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés donc au Sémaphore où vous aviez présenté le film. Vous restez toujours fan de ce film et là aussi j'étais un peu surprise, assez critiqué, alors que moi aussi j'ai beaucoup aimé ce film. Alors je sais pas, oui, il a été critiqué, mais je ne sais pas pourquoi en fait. Ouais. Oui, il y a des gens, en fait, c'est pas des critiques, mais des gens que je connais qui m'ont dit « Oh, mais c'était trop triste ». Bah, évidemment, c'est pas de la gaudriole. Mais ça me tue, les gens au cinéma, ils vous disent « Mais j'ai pas aimé le film, il est trop triste ». Bon, évidemment, dans ce cas, on va voir que des films rigolos. Et puis moi j'ai trouvé que rien que pour le couple de son chauffeur et sa gouvernante, ça vaut la peine. Parce qu'il y a deux seconds rôles. Deux grands acteurs. Deux grands acteurs. Et puis l'atmosphère, cette espèce de son appartement tombeau en fait, hein, mausolée. Oui. Et puis, mais alors Angelina Jolie, bon, on va pas le répéter, qui est vraiment mais allez voir ce film. Formidable. Hein. Alors vous avez mis dans votre liste, je répète, c'est ni un classement ni un prix, vous l'avez mis en 4e, La Chambre de Mariana d'Emmanuel Finkel. C'est le dernier film moi, que j'ai vu. Alors moi je l'aurais mis en premier parce que j'ai vraiment été subjuguée. Alors moi je fais pas de classement, mais c'est vrai que ça fait peut-être un peu fourre-tout s'il n'y a pas de classement. Vous m'avez rappelé ce mot que j'utilise pas, c'est un miscellanée. Miscellanée, voilà. C'est joli. Ça fait beaucoup plus chic que fourre-tout. Bon. Pêle-mêle. Pêle-mêle, bon, en vrac. Alors non, moi je l'aurais pas mis en premier parce que pour moi La Chambre de Mariana, alors là quand on parle de film triste, oui. C'est un film lugubre, sinistre, mais bon en même temps. Bon alors on va pas dire pour Emmanuel Finkel, c'est quand même lui qui a réalisé La Douleur d'après le c'est une trilogie en fait. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Trilogie, donc hein. Mais ce qu'il y a de plus dérangeant encore, si c'est possible, que dans La Douleur, dans La Douleur, il y avait déjà l'enfermement dans l'appartement de Marguerite Duras, là, à Saint-Germain-des-Prés, avec le retour de son mari qui avait été fait prisonnier. Là, on est dans l'enfermement la chambre d'une prostituée qui s'appelle Mariana et qui a recueilli cet enfant juif qu'on a caché, qui a 12 ans environ. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans le film, et qui est en même temps terrifiant, c'est qu'à ce moment-là que l'enfant fait sa découverte
c'est très psychanalytique comme film. Tout à fait. De sa propre sexualité. Et il va la faire en entendant les cris des clients de la prostituée, et même la prostituée à la fin qui l'initie un petit peu à l'amour. Donc ça a un côté un peu... Mais c'était nécessaire, hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que la c'est dernière dérangeant, partie, hein. moi, m'a moins plu, mais j'ai été émerveillée par Mélanie Thierry. J'ai Ah trouvé oui, que elle je l'ai vue dans beaucoup de films, la princesse de Montpensier. Bah, elle a toujours été excellente. Dans Thérapie, elle était excellente. Donc Oui, moi, oui. je recommande vivement La Chambre oui. de Mariana. Oui, voilà, moi aussi, mais alors avec quand même des précautions. On ne Oui. peut pas y envoyer n'importe qui, Non. puis il faut être un peu Peut-être averti. un peu l'histoire, hein, parce Voilà, il faut qu'il y être a un des peu choses tout de même averti. très, C'est pas très le violentes, film hein. qu'on appelait le film du samedi soir, hein, Non, voilà, c'est ça. ou du dimanche après-midi. Bon. Alors, Une jeunesse française de Julien Ah. Mataglia. Alors ça, c'est un documentaire, et en fait, comme nous sommes à Nîmes, ça va vous intéresser encore plus, parce que, et alors ça, je l'avais remarqué quand j'étais allé voir des courses libres. Alors je sais pas pour nos auditeurs s'ils font la différence, ils la font ici C'est quoi, fatalement. c'est Bah, quoi entre course libre et corrida. C'est-à-dire Ah, que d'accord, dans la j'étais pas course- du tout dans le... Oui, la oui, course libre, le taureau n'est pas mis à mort. d'accord. En revanche, c'est un combat avec des êtres humains, et qui, alors le but, c'est d'arracher la cocarde du taureau, D'accord. qui est très speed, voilà. Vous êtes Et- aficionado? Non, pas vraiment. Non, mais je suis ni moi de naissance. Non, mais donc j'ai c'est des été- gènes. C'est les Non, gènes. mais j'ai été élevé. Moi, mes grands-parents habitaient Garon. On allait voir des courses libres surtout. D'accord. Et alors à Nîmes, mais moi je n'ai vu que 2 de corrida quand j'étais petit. J'étais pas fan. Mais là, ce que Non, parce que j'ai j'aimais, vu que vous avez mis aussi Tardès des Soledad, donc je Mais me oui. disais, voilà, il est Mais je me aficionado. découvre. Mais c'est bien. C'est pour me faire des amis à Nîmes, en fait. Ne le répétez pas. Hein. Donc, Vous savez qu'on est filmé, hein, vous m'avez demandé qu'on soit filmé, mais je n'aime Non, pas ça. non. Ben, je ne veux pas dire que je sois aficionado, mais alors, bon, pour en Mais revenir... intéressé, tolérant, voilà, vous voulez vous intéresser Alors, à mais quand le film... Mais alors, Tardès des Soledad, on en parlera après. Mais celui-ci, qui est très très beau aussi. En fait, c'est un Jérémy Battaglia. Alors, il est comme moi, parce que moi j'ai habité Marignane, il est de Marignane, et il vit maintenant au Canada. Et lui, il est spécialisé dans des documentaires où il explore le corps, surtout le corps artistique, dans ces derniers retranchements, dans les derniers exploits. Alors ça peut être des sportifs, des danseurs. Et là, il s'est attaché à filmer 2 jeunes d'origine maghrébine. Il y en a un qui est marocain, je crois, et l'autre d'origine tunisienne. Et ça, je l'avais remarqué quand je vais voir des courses libres. C'est comme ça que j'avais commencé d'ailleurs. Et je me suis aperçu que souvent, les raseteurs, par rapport à mon époque, qui date pas d'hier, c'est souvent des jeunes issus de l'immigration. Oui. Et alors, ils expliquent tous les deux dans le film qu'en fait, pour eux, c'est une façon, finalement, de se prouver leurs limites et surtout d'être appréciés, non pas par un public, mais en ayant une position sociale. Voilà. Alors, c'est un film, bon, on va pas dire un film politique, mais c'est un film très sociologique, et les prises de vue, les 2 personnages sont très bien, ils sont très charismatiques, et c'est un film qui, finalement, donne espoir en l'humanité, quoi. Voilà. Alors sur Radio Alliance Plus, nous continuons donc ce miscellanée, je renvoie le mot, ça m'a bien plu, de Jean-Max, pour le premier semestre 2025. Et Tardès de Soledad, vous adorez. Ah oui, j'ai adoré. Je crois que j'en avais déjà parlé sur Oui. vos ondes, mais alors il fait partie de mes 11 films préférés du premier semestre. Alors déjà, j'étais très étonné parce que on ne peut pas dire que je sois fan de Albert Serra. Surtout Pacifiction, et puis celui qui l'avait fait aussi sur le siècle des Lumières. Mais là, je n'étais pas encore devenu aficionado, donc j'y suis allé un petit peu par curiosité. J'ai été saisi déjà par les images sont très belles, par le toréador évidemment qui est là et qui est tout le temps dans le plan, et puis surtout ce qui m'a fasciné, c'est cette rencontre entre la bête et l'animal. Bon, je sais que beaucoup de personnes ont écrit là-dessus, Hemingway, bon, enfin, je ne suis pas le premier, mais on vit de l'intérieur à la fois le drame du torero et le drame du taureau, enfin, Ah oui, il meurt.
bah, Il meurt. il meurt ou il meurt pas, parce qu'il y a des fois Oui, où il le est gracie. mais ça a quelque chose aussi à voir, tout comme le précédent, une Mm. jeunesse française, quelque chose C'est à pour voir ça que je avec les ai les mis gladiateurs. ouais, Hein. je les ai mis côte à côte. Puis pour, Ouais, ça, il le dit d'ailleurs, un des deux dans une jeunesse française, il dit « Nous sommes des gladiateurs modernes ». moderne. Voilà, et en fait, ils ne se combattent pas entre êtres humains jusqu'à se mettre à mort, mais enfin, ils sont confrontés à un animal qui ne fait pas de cadeaux. Alors, il nous reste 5 films. Donc, on enchaîne, enfin, vous enchaînez Jean-Marc sur Ghostlight, d'Alec Thompson et Kelly O'Sullivan. Donc, un de vos 11 films préférés. Voilà, alors celui-ci, j'en avais déjà parlé Oui. dans une émission précédente, Donc, on va. mais on va dire quand même que c'est fait partie des films que j'ai beaucoup aimés, et pour des raisons différentes. C'est pourquoi je ne fais pas de classement. Comment voulez-vous, on ne peut pas mettre en premier celui-ci. Bon, Puis donc, dans des genres différents, dans des styles différents. dans des genres complètement différents, parce que ça, c'est un film très inattendu. Un film américain qui a été réalisé par un couple et qui met en scène des couples. Alors c'est ça qui est très intéressant. Et donc Ghostlight, ça veut dire en américain ou en anglais bien sûr que c'est la lampe que l'on met pour, un peu comme les églises allument une lampe pour montrer qu'elle est consacrée, là, pour montrer que le théâtre est ouvert et qui fonctionne. Et ils ont fait ça beaucoup pendant le Covid. Montrer que vous savez que le spectacle vivant, voilà, il a failli mourir à ce moment-là. Et donc là, Alex Thompson et Kelly O'Sullivan, les deux réalisateurs, sont partis c'est un monsieur qui entretient les voiries. Non, il n'est pas balayeur, mais il s'occupe de peindre les passages protégés et tout, et qui un jour rencontre par hasard, il ne savait pas qu'elle était comédienne. Il y a un endroit où on répète, et il répète Roméo et Juliette. Et ce qui se trouve, c'est ce monsieur qui est un peu âgé, qui a des problèmes parce qu'il a perdu un de ses enfants. Je crois que le film passe toujours au sémaphore. Et ils vont interpréter l'un l'autre, malgré leur âge un peu avancé, Roméo et Juliette. Voilà, et c'est très romantique. Et on aime le romantisme. Alors, When the Light Breaks de Runar Runardsson, là non plus, je ne l'ai point vu. Ah ouais, c'est pas étonnant, parce que c'est pas un film qui a tenu l'affiche pendant des mois et des mois, mais c'est un très beau film. Enfin, c'est un film... Alors, Runar Runardsson, il est du Nord, là-bas, oui, c'est un Suédois, et c'est un hommage au cinéma d'Ingmar Bergman, bien sûr, et parce que... alors, When the Light Breaks, ça veut dire quand la lumière tombe. Oui. Alors, le film est réalisé entre deux couchers de soleil. Un garçon et sa petite amie passent la soirée ensemble. Ils sont devant le coucher de soleil, ils se jurent leur amour éternel. Ils vont se coucher. Et le lendemain matin, on comprend que le jeune homme a dû partir très tôt. Et alors après, je ne vous raconte pas. Il va y avoir des tas de choses qui vont se passer. Et la tristesse et la douleur de la jeune fille va se dissiper au moment du deuxième coucher de soleil. Alors, vous savez, c'est un peu le principe de en un temps, un seul fait accompli. En un temps, en un lieu. Et là, c'est un peu ça. C'est un petit peu la dramaturgie classique. Mais quand je vous écoute, Jean-Marc, je me demande, qu'est-ce qui vous fait aimer un film en premier? Le scénario, la façon de filmer, la musique, ou c'est un peu le tout? C'est une très bonne question. C'est mystérieux. Non, je pense que d'abord, c'est le coup de cœur. Si je ne m'ennuie pas dès le départ... Voilà. Ça vous arrive de quitter, non? Non, jamais. Jamais. Par respect même pour Titane, je ne suis pas parti. Vous vous rendez compte? Et même pour Parthénope, je suis courageux quand même. Bravo. Ouais, bon. C'est ça la passion. Non, là, When the Light Breaks, ça vous prend dès le départ. D'accord. Alors, mon gâteau préféré de Maria Moncadam et Beshta Sana I.A. J'avoue que j'ai hésité à aller le voir et j'avais pas vu de très bonnes critiques. C'est toujours le problème de savoir, est-ce qu'on lit les critiques avant d'aller au cinéma? Vous lisez qui? Vous lisez Télérama? Un petit peu de tout. C'est bizarre. Bon, moi je lis aucune critique. Hein. Alors là, ça, je vous le dis. Vous arrivez complètement vierge de toute jugement. Alors là, non, mais puis moi, en plus, comme je suis critique, donc il y a des attachés de presse qui m'écrivent. Bon, on est très sollicités. Mais je me fie soit à ce qu'ils me conseillent, soit à mon flair. Ah oui. Mais à force de voir des films, c'est sûr que... Mais non, mais mon gâteau préféré, c'est vrai que c'est comme Vainieux, c'est ça? L'attachée de presse, elle m'avait dit, c'est un film sur un gamin qui fait des comtés ou des fromages. J'ai dit, oh là là,
Et puis, c'était merveilleux. Et là, pareil, mon gâteau préféré, mais c'est un film iranien déjà. Oui, je connais bien l'histoire, hein, mais j'adore le cinéma iranien déjà. J'ai pas fait l'effort d'aller le voir. Ah bon, ben, il faut le Il faire. faut le voir, voilà. Ah non, il faut le voir et le revoir. Bon, même le revoir. Eh ben, C'est chef-d'œuvre. Prima la Vita de Comencini. Alors Prima là, vous la êtes Vita, dans ça c'est vos amours. Là. Voilà, ça c'est du lourd parce que c'est Francesca Comencini, la propre fille de Comencini, le grand réalisateur italien, qui raconte son enfance avec son papa. Et c'est au moment du tournage de Pinocchio. Alors, il y a des scènes qu'elle a reconstituées avec un acteur qui joue le rôle de son père. Et malheureusement, donc, alors, est-ce qu'il y a de l'incommunicabilité entre eux? Il y a la mère absente. On ne nous dit rien. On ne sait pas si la maman est morte, si elle est partie. Et il y a cet amour du père pour sa fille et l'admiration de sa fille pour son père, jusqu'au moment où après avoir fait de mauvaises rencontres, elle sombre dans la drogue. Et c'est le travail de son père de l'en sortir. Pour l'en sortir. Et il est allé jusqu'à l'amener à Paris, à l'empêcher de sortir. Enfin, il a beaucoup œuvré pour ça. Et ce film-là, elle le fait en fait, c'est le remerciement qu'elle adresse à son père. Alors là, parce qu'elle est devenue réalisatrice, évidemment. Vous êtes dans votre élément, parce que là, vous revenez d'Italie. Hein, voilà, je reviens l'Italie, c'est votre deuxième patrie, c'est votre deuxième maison. Mais oui, en fait, là, j'en ai profité pour faire du tourisme, mais en fait, j'allais à Rimini pour le colloque qui a eu lieu sur Fellini et la littérature. Et vous nous en parlerez. Nous en sommes qu'à l'émission numéro 4, donc vous aurez le temps de nous en parler, puisque vous allez être notre invité régulier une fois par mois. Avant de parler du dernier film, Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé, de Bogdan Mureșanu, dont nous écouterons, pour lequel nous écouterons le boléro de Ravel en générique de fin, je voudrais parler, puisque vous êtes aussi un écrivain, du livre que vous venez de publier, La Traversée de Paris, de Claude Autant-Lara. Moi, je me souviens, quand j'ai vu ce film la première fois, j'étais assez jeune et j'avais été époustouflée par le numéro de Gabin et de Bourvil. C'est un face-à-face. Et de Funès. De Funès dans le rôle je m'en souviens pas trop, c'est rigolo. Il n'a pas un grand rôle, c'était un de ses premiers films. C'est un pourri, c'est vraiment le... de Funès, oui, ils sont tous pourris un peu. Oui, mais de Funès, c'est plus... Oui, de Funès, c'est celui qui fait du marché noir, c'est le chef du marché noir local. Et donc là, vous avez... Jambier. Eh oui. Donc vous avez publié ce livre, vous vous êtes régalé à faire cette analyse approfondie du film. Alors c'est la collection, oui, c'est ce principe de la collection pour laquelle j'en ai déjà écrit d'autres. En fait, on analyse, peut-être pas minute par minute, mais séquence par séquence, et avec les critiques de l'époque et même les critiques actuelles, parce qu'il y en a encore. C'est aux éditions Grémez. Voilà. Et moi, ce qui m'a donné envie, c'est Truffaut qui détestait Claude Autant-Lara, qui a quand même dit que l'exception, c'était La Traversée de Paris, et effectivement, c'est un très, très grand film. Donc voilà, là on parle des 11 films que vous avez aimés ce premier semestre, mais vous en avez tellement aimé, vous écrivez sur ce livre, et donc je recommande La Traversée de Paris aux éditions Grémez. Voilà. Alors, nous finissons avec votre 11e film pour le premier semestre 2025. Je vois l'heure qui tourne, nous avons le chronomètre, on est dans les temps. Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé, c'est très bien. Alors, vous l'avez vu? Oui. Bon, alors c'est très bien. C'est un peu long, lent. Mais j'ai bien aimé. C'est ce qu'on appelle un film choral. Alors, il faut suivre dès le départ. Et c'est très beau. Je trouve que c'est bien quand on dit justement c'est très beau. On a l'impression que on n'a pas envie de raconter, on a envie de dire. Non, parce que c'est pas un film racontable. C'est la chute de Ceausescu. Oui, c'est vrai qu'il faut. Voilà, à la fin de l'année 1989. Et donc, comme c'est impressionniste, ces petites touches. Et on se demande pourquoi on nous parle de tel et tel personnage, comme ça. Et il faut suivre. Il faut suivre. Il y a le petit garçon qui a dénoncé son papa au Politburo. Oui, il y a beaucoup. C'est à la fois historique, mais c'est en même temps sociologique, c'est psychologique. Il y a beaucoup de choses. Donc merci Jean-Max de nous avoir parlé de ces 11 films, de ce livre. On se retrouve là, c'est l'émission de juillet.
On se retrouve pour le mois d'août, fidèle au poste. Peut-être avant dans Une salle sous les étoiles, là, qui a lieu j'aimerais bien. début juillet. Ben oui, j'aimerais beaucoup. Oui, vous viendriez à notre plateau. Et encore merci. Et on finit avec le Boléro de Ravel. Merci beaucoup.